Alors, j'ai envie de dire ce qui est simple dans l'entreprise, ce qui est facile, Ouais. c'est potentiellement de se cacher derrière une fiche de poste, se cacher derrière un organigramme, se cacher derrière un processus. Mais tout ça, ça a des limites. Ça a des limites d'un point de vue personnel et d'un point de vue collectif. Personnel, je pense que c'est très peu satisfaisant. Et d'un point de vue collectif, si tu fais ça, tu arrêtes le progrès. Il y a un terme en anglais, working on the rules, Ouais, on en a parlé, voilà, ouais. qui veut dire faire la grève du zèle. Ouais. Mais littéralement aussi, ça veut dire appliquer toutes les règles. Et on voit que quand on applique toutes les règles, on gèle le système. Et donc, il y a besoin de managers pour prendre des décisions qui transgressent certaines règles. Et donc forcément, transgresser, c'est prendre cette décision. C'est un premier niveau de risque. Et c'est exposer. C'est un deuxième niveau de risque. Et puis, c'est aussi beaucoup d'énergie. C'est aussi beaucoup d'énergie parce que c'est quand même beaucoup plus simple de se cacher derrière la règle que de se mettre devant et d'expliquer aux gens pourquoi on va faire différemment pour progresser. Mais tout cela, encore une fois, est nécessaire. À partir du moment où tu prends du plaisir et que, in fine, ça fait progresser ton équipe et ça fait progresser l'entreprise, encore une fois, tu es manager, l'entreprise t'a donné ce mandat-là, tu es autorisé à le faire. Chez Albus, nous, il y a un thème qui nous est cher, c'est le thème de la transgression. Si on regarde dans un dictionnaire ce que ça veut dire transgresser, c'est enfreindre une règle, enfreindre une loi, enfreindre une décision. Nous, on se dit que c'est peut-être juste faire autrement. Aujourd'hui, on va recevoir Cédric. Cédric qui est du coup un grand manager dans l'automobile et qui va lui nous parler de son rapport à la transgression. Parce que finalement, c'est à vous d'inventer votre rapport à la transgression, de savoir où est-ce que vous voulez mettre le curseur pour justement faire les choses autrement. Bonjour Cédric. Bonjour Camille. Du coup, je suis super contente qu'on puisse échanger aujourd'hui sur le thème de la transgression et puis du coup d'autres sujets connexes qu'on va pouvoir aborder ensemble. Et peut-être juste pour commencer, je vais te laisser te présenter. Je suis un homme de l'automobile. J'ai passé jusqu'à maintenant toute ma carrière dans l'automobile, donc soit 22 ans, donc c'est un temps qui est assez long. Pendant ce temps, en fait, j'ai essentiellement eu des expériences managériales dans des contextes très divers, à des dimensions aussi très diverses, de quelques centaines de personnes à plusieurs milliers. Et puis en France, mais aussi à l'étranger. J'ai eu l'occasion de partir en Chine pendant 4 ans. Et puis j'ai eu la chance de manager dans un contexte multiculturel, France, Allemagne, Chine, Russie, enfin voilà, donc quelque chose de très 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 riche. Puis dans le milieu de l'automobile, pourquoi? Alors je suis pas un fan du produit en tant que tel, mais je trouve que le domaine il est passionnant. La voiture est un objet qui est techniquement quelque chose de très complexe, très compliqué. C'est aussi un objet de société. On pourra, si on en a le temps, et je pense que c'est pas le propos, mais parler des gilets jaunes, etc. Donc c'est un objet de société. Et puis c'est aussi un objet qui est tout le temps en pleine mutation en fait. Donc en ce moment, on parle de l'électrification, mais avant, on parlait d'autre chose. Donc c'est des mutations techniques, mais c'est aussi des mutations en termes management, d'organisation du travail. Tout cela fait un métier qui est très, très, très riche et très, très passionnant. Alors j'ai l'habitude de dire que je suis ingénieur de formation et manager de cœur. Et je trouve que ces deux qualités, elles ont pleinement leur place dans le milieu de l'automobile. Ouais, et du coup, c'est de ça dont on va parler, de ton rapport au management, et puis dans le management à la transgression, parce que, comme on le disait tout à l'heure, c'est un thème qui nous intéresse particulièrement, puis on sait que les entreprises en ont grandement besoin. Et du coup, je vais commencer par cette première question. Toi, c'est quoi ton rapport à la transgression, Cédric? Alors mon rapport à la transgression, il est assez simple. Je pense que l'entreprise a besoin de transgresser, en fait, et a besoin de gens qui transgressent. Je dis ça parce que, étymologiquement, finalement, transgresser, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller au-delà de la simple injonction. Et finalement, l'entreprise a besoin de gens qui vont au-delà de la simple injonction. Alors, pourquoi? Parce que quand une décision est prise, quand un processus est défini, il peut avoir un sens au global dans l'entreprise, mais aussi localement. Il peut présenter un problème, a besoin d'être adapté. Et finalement, je pense que c'est au rôle du manager de travailler et de faire ces adaptations-là. J'ai l'habitude de dire que manager, c'est pas une position. Finalement, c'est la reconnaissance par l'entreprise de certaines compétences, mais c'est aussi l'entreprise qui te donne un mandat. Elle te donne le mandat d'agir localement pour tirer le progrès. Et si transgresser doit faire partie des outils utilisés, alors transgressons. Alors transgressons. Oui, mais alors, t'as raison, moi je suis évidemment 100% alignée avec ça. Néanmoins, tu vois, ça comporte des risques aujourd'hui dans des entreprises qui sont assez normées, qui sont assez processées, même si on est en train de changer, les modes d'organisation sont en train de changer, mais tu vois, on a hérité quand même d'un système assez pyramidal où je pense qu'on demandait aux gens d'être bons élèves, bons soldats. Donc, tu vois, est-ce que transgresser, c'est pas aussi se mettre quelque part en risque? Et comment à un moment on fait ce choix-là, tu vois, de peut-être s'exposer un peu plus
Alors tu as raison, transgresser, c'est prendre des risques. Mais je vais essayer d'expliquer pourquoi ces risques sont nécessaires. Une entreprise, elle prend des décisions. Ces décisions, elles sont souvent simples, noir, blanc, hein, de manière à ce que le message soit intelligible, binaire, et entre guillemets compréhensible de tous. Néanmoins, encore une fois, dans ton contexte local, il se peut que tu trouves certaines difficultés à appliquer ce processus. Du coup, je précise, c'est vrai que toi, tu as été pas mal en site industriel, du coup. Donc, il y a aussi ce besoin de faire le lien avec le central. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, j'ai envie de dire, ce qui est simple dans l'entreprise, ce qui est facile, c'est potentiellement de se cacher derrière une fiche de poste, se cacher derrière un organigramme, se cacher derrière un processus. Mais tout ça, ça a des limites. Ça a des limites d'un point de vue personnel et d'un point de vue collectif. Personnel, je pense que c'est très peu satisfaisant. Et d'un point de vue collectif, si tu fais ça, tu arrêtes le progrès. Il y a un terme en anglais, working on the rules, on en a parlé, qui veut dire faire la grève du zèle. Mais littéralement aussi, ça veut dire appliquer toutes les règles. Et on voit que quand on applique toutes les règles, on gèle le système. Et donc, il y a besoin de managers pour prendre des décisions qui transgressent certaines règles. Et donc forcément, transgresser, c'est prendre cette décision. C'est un premier niveau de risque. Et s'exposer. C'est un deuxième niveau de risque. Et puis, c'est aussi beaucoup d'énergie. C'est aussi beaucoup d'énergie parce que c'est quand même beaucoup plus simple de se cacher derrière la règle que de se mettre devant et d'expliquer aux gens pourquoi on va faire différemment pour progresser. Mais tout cela, encore une fois, est nécessaire. À partir du moment où tu prends du plaisir et que, in fine, ça fait progresser ton équipe et ça fait progresser l'entreprise, encore une fois, tu es manager, l'entreprise t'a donné ce mandat-là, tu es autorisé à le faire. Je trouve que c'est intéressant parce que du coup, quand je t'écoute, je me dis que finalement, potentiellement, les gens s'enferment beaucoup dans les boîtes aussi. Ils s'auto-enferment, tu vois. Donc, l'entreprise met beaucoup de règles, met beaucoup de normes, met beaucoup de process, oui. Mais les gens aussi vont peut-être mécaniquement se réfugier derrière tout ça. T'as cette impression aussi, finalement, que, tu vois, c'est presque une discipline de se dire, OK, il y a ces outils, il y a ces normes, maintenant, comment j'en fais quelque chose d'intelligent et qui m'amène à plus de performance. Oui, tu as complètement raison, Camille. Et encore une fois, c'est simple. On l'a évoqué juste avant. Faire différemment, c'est s'exposer. Hein, et c'est quand même beaucoup plus simple de se mettre derrière la règle, d'essayer de la suivre, que de faire autrement. Alors, ce qui est compliqué en plus, c'est que tu crées pour moi des cercles vicieux. C'est-à-dire que finalement, une entreprise prend une décision, elle est très claire, noir-blanc, potentiellement dans un contexte local, elle n'a pas de sens. Le manager se met derrière et essaie de l'appliquer, mais à la fin, c'est contre-productif. Prenons un exemple, par exemple, qui est très d'actualité sur le Covid. D'accord ? Il y a eu un petit mois de ça, nouvelle règle sur la gestion des jauges de spectateurs sur les terrains de foot. J'ai une image qui est impressionnante d'un 8e de finale entre Lens et Lille en Coupe de France. La jauge est de 5000 personnes. Eh bien, tu vois le stade, une partie du stade qui est vide, et tu as les 5000 personnes qui sont regroupées au même endroit. Alors, la règle a été appliquée. La règle a été appliquée. Le KPI est bon, le résultat est pertinent. Voilà. Par contre, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il fallait faire différemment. Forcément, il fallait mettre les gens dans tout le stade. Sûrement, dans le process, il fallait transgresser, du coup, c'est ça. Voilà, il fallait transgresser. Et comprendre le sens profond de la règle pour l'appliquer proprement. Et pour faire quelque chose d'intelligent qui a du sens, en l'occurrence là en termes de sécurité. Pour les gens, pour l'entreprise, pour tout le monde. Exactement. Et tu vois ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est que du coup, je vais reprendre une expression que tu m'as donnée quand on a échangé avant, c'est vraiment transgresser aussi de bonne foi. C'est-à-dire quand on dit transgresser, il n'y a jamais, en tout cas chez toi, l'idée de nuire. Non, bien entendu. À l'entreprise. Tu vois, c'est toujours pour atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés, pour le bien-être des salariés, pour la performance, etc. Exact. Donc, effectivement, tu transgresses jamais avec la volonté de nuire et de faire du mal à ta société ou à ses collaborateurs. Tu transgresses parce que localement, ton contexte est différent du contexte global. Potentiellement, tu as besoin d'y aller étape par étape pour appliquer la règle et donc tu décides d'appliquer qu'une partie. Okay, c'est ton choix, mais in fine, tu le fais avec beaucoup de bon sens. Et la limite dans cette transgression, effectivement, c'est le dosage. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ouais, bien sûr. Et le dosage, il est finalement assez simple. Parce qu'effectivement, on peut avoir l'impression, quand on travaille en entreprise, que les décisions viennent les unes derrière les autres, que les processus s'empilent. Okay.
Mais in fine, les objectifs des entreprises, c'est tout le temps les mêmes. Hier, c'était qualité, sécurité des collaborateurs, rentabilité. Demain, ça sera qualité, sécurité des collaborateurs et rentabilité verte. Voilà. Donc, à partir du moment où tu comprends les grands objectifs de l'entreprise, que tu écoutes la règle, la décision, le processus, que tu connais ton contexte local, à toi de définir le chemin et de trouver ton chemin, en fait. Tu vois, j'aime bien parce que je l'avais pas forcément en tête dans toutes les réflexions qu'on avait eues avant. Je l'avais pas formulé comme ça, que la transgression, c'est d'abord et avant tout le bon sens. C'est de fameux bon sens paysan, moi aussi, que j'entends beaucoup quand je travaille dans les usines, et qui finalement manque cruellement, alors parfois dans la société, et souvent dans l'entreprise quand même, tu vois. Donc c'est intéressant ce truc-là de transgression égale juste, entre guillemets, bon sens, qui est déjà finalement une espèce de difficulté dans le flot de process, de normes, d'injonctions parfois contradictoires qu'on a dans les boîtes, quoi, avec lesquelles il faut composer au quotidien. Ce bon sens, donc du coup, c'est d'autant plus facile de le prendre et d'être pertinent que tu comprends vraiment le contexte global. C'est-à-dire que non seulement tu reçois l'injonction, tu reçois le nouveau processus, mais tu comprends pourquoi il est là. Je vais te prendre un exemple. À un moment donné, dans l'entreprise où je travaille, on avait besoin de réduire les frais de recherche et développement. Et donc, pour réduire ces frais de recherche et développement, le président de l'entreprise a décidé de réduire la diversité. Au très très haut niveau, à très très haut niveau, cette décision-là est prise. Voilà, réduire la diversité. Et cette diversité, elle est descendue, donc décision assez simple. La diversité est maximum, et je prends un chiffre banal, 100. Pas plus de 100 en diversité. Tu peux peut-être nous dire ce que c'est la diversité, parce que j'imagine que c'est un terme technique dans l'automobile. Voilà, c'est ça. Voilà, donc on va dire, tu as 4 roues sur une voiture, okay, jusqu'à présent. Ça va, si tu décides, j'ai compris, ça va. Si tu décides de faire des roues de styles différents, de 2 styles différents, okay, de dessins différents, finalement, tu n'en as pas 4, tu en as 8. Et donc ça, c'est de la diversité. Alors, supposons qu'une voiture, c'est une base 100 en termes de diversité, et on décide de la réduire à 50 pour réduire les coûts de recherche et développement. Tu peux trouver, une fois que cette décision arrive sur le terrain, tu peux trouver des choses complètement stupides. C'est-à-dire que des gens n'ont pas compris que c'était lié à la recherche et développement et à la réduction des coûts. Oui, c'est-à-dire que quand tu regardes d'où ça vient, la source, finalement, c'est OK, on va juste, entre guillemets, réduire je caricature un petit peu, mais c'est ça. Voilà. Tu la reçois, faut imaginer que, comme tu dis, ça vient d'en haut, ça cascade. Quand t'es N-X, tu reçois cette règle, il te reste ça, en fait. Si ton manager a pas fait finalement l'effort d'expliquer le sens et d'où ça vient. Exactement. Ça. Il te reste ça, et tu peux arriver à prendre des décisions, de dire OK, je vais couper cette diversité en donnant plus de choses à faire à un fournisseur, par exemple, parce qu'il va assembler plus de pièces lui-même. Et in fine, ça coûte plus cher en recherche et développement de le donner au fournisseur, mais tu as réduit ta diversité. Donc, ton KPI diversité, mais tu n'as pas réduit tes coûts. Mais tu n'as pas réduit tes coûts. Au contraire, tu les as même augmentés. En fait. Et donc, j'ai pris cet exemple-là. Alors, il est peut-être un peu complexe, mais le propos est de dire, si en tant que manager ou en tant que collaborateur, tu n'as pas compris le sens, en fait, tu viens en faire des choses complètement contre-productives, en fait. Et du coup, toi, ton effort de manager, Cédric, quand tu bosses avec tes équipes comme ça au quotidien, parce qu'en fait, c'est le quotidien d'appliquer tout le temps des décisions qui viennent d'en haut, tu fais un énorme effort, j'ai l'impression, déjà de compréhension, d'où ça vient. Des fois, tu le comprends instinctivement, j'imagine, et puis des fois, peut-être que c'est plus difficile que ça. Et ensuite, de vulgarisation et de simplification du message pour tes collaborateurs. Oui, bien sûr. Ça fait partie des outils. Effectivement, le travail que tu as évoqué d'appropriation, il est important. Ouais. Tu as besoin de comprendre pourquoi tu dois aller dans ce sens-là. Toi, en tant que manager, déjà, il y a même en tant qu'individu. Tu as besoin de comprendre. Ouais, bien sûr. Ouais. 2, tu as besoin de prioriser. Parce que finalement, une structure, elle prend tout le temps des décisions. Tu l'as évoqué. Chaque décision prise isolément est bonne. La décision pour l'industriel est bonne. Ouais. La décision pour réduire les coûts, elle est bonne. La décision pour... chaque décision prise... Par contre, l'ensemble, all together, tu as l'impression, en tant que manager, d'être dans un rond-point avec des sens interdits à chaque sortie. Alors, tu as besoin de prioriser. Tu as besoin de savoir, dans la phase du projet où tu es, qu'est-ce qui est important et de définir les sens interdits que tu vas prendre. Okay. Et puis, donner du sens à tout ça à ton équipe, parce que certes, tu vas prendre un sens interdit, mais tu y reviendras sur le sujet. Et quand il sera le temps et l'heure, tu feras le progrès qui est attendu. Et donc en tant que manager, tu as ce travail d'appropriation, tu as ce travail de priorisation, tu as ce travail de sens, et puis tu as ce travail derrière de suivi, de monitoring, de tracking, parce que
De la même façon, si tu dis un truc le vendredi et que le lundi, t'en parles plus et tu le suis plus, entre guillemets, c'est pas là, quoi. Ça n'existe pas. Entre les deux, il y a eu le week-end et entre guillemets, tes collaborateurs ont déjà oublié, quoi. Toi, ça fait partie de ton ADN de manager de transgresser, encore une fois, de bonne foi et avec du bon sens au quotidien, au profit de l'entreprise et ses grands objectifs. Comment toi, t'emmènes tes équipes avec toi à te suivre là-dedans? Parce que toi, en plus, t'as managé des centaines, des milliers de personnes. Comment on fait ça? En termes de soft skills, encore une fois, je me répète, mais donner le sens. Ouais, mais ça, je pense qu'on ne dira jamais assez parce que je pense qu'on minimise en tant que manager l'effort qu'il y a derrière de faire ça. Oui. Et il est très important, en fait, mais pas que. Accompagner aussi les collaborateurs sur le terrain. C'est-à-dire que globalement, non seulement tu communiques, comme la jauge du Covid, tu dis, voilà, 5000 personnes dans le stade. Mais à partir du moment où, en tant que manager, tu n'es pas dans le stade, tu ne vois pas ce que le collaborateur a fait. Tu ne vois pas. Donc, c'est important d'aller sur son terrain. D'accord ? Alors, quand tu vas sur son terrain, tu ne le fais pas par hasard. Tu as une intuition. Tu sens bien qu'au regard des résultats, au regard des attitudes, il y a un truc que tu sens qui est pas... Voilà, donc tu vas sur son terrain. Tu vas sur son terrain. Alors, tu vas sur son terrain pas pour te raconter ce qu'il fait, mais pour observer ce qu'il fait. Hein, tu observes, donc tu vas dans sa réunion, et puis derrière, tu le débriefes. Hein, tu le débriefes parce que tu as observé plein de choses. Certains points étaient mal appropriés, ou il n'avait pas compris le sens. Et globalement, tu rediscutes de ça avec lui, tu réajustes les cibles, et petit à petit, tu redresses, en fait. Tu coaches, et ça, du coup, toi, t'aides à ce que cette transgression-là, cette décision beaucoup plus relocalisée, elle se mette en place, ces décisions-là. Et comment toi aussi, du coup, tu cascades ce besoin de transgresser? Parce que pour que les choses soient bien faites avec ta philosophie, il faut que dans les niveaux d'en dessous aussi, tu vois, à chaque fois, ça soit réadapté, à chaque fois, ça soit cascadé avec du sens. Et t'as en dessous de toi, j'imagine, plein de générations de managers qui sont aussi, qui ont été un petit peu formatés au côté bons soldats, bons élèves, comme on le disait tout à l'heure. Donc, comment tu changes? Parce que je pense que c'est un vrai changement culturel, en fait, de dire aux managers, mais non, mais tu as le droit. En fait, non seulement tu as le droit, mais je te demande de transgresser, encore une fois, de bonne foi, etc. Comment on fait ça? Parce que vraiment, pour moi, il y a presque un côté d'éducation. Je sais pas si c'est le meilleur mot, mais il y a quelque chose comme ça. Bonne question. Alors, il y a pas de recette simple. C'est un travail. C'est un travail sur le temps. Quand je manage, j'ai l'habitude d'expliquer aux gens qui je suis, et je leur dis notamment que je communique fort. C'est-à-dire que je parle fort. De temps en temps, les collaborateurs me disent, mais on a l'impression que tu imposes. Alors je dis, tant mieux. Tant mieux. Mais je lui dis, mais je le fais d'autant plus simplement que j'accepte de me tromper. Ouais. J'accepte de me tromper et j'accepte la remise en cause. Et donc ça, je le dis à mon staff. Et je les invite à me remettre en cause. Hein. Est-ce qu'ils le font? Ils arrivent à le faire ou pas? Alors, tu as toujours un porte-drapeau. T'en as un ou deux qui se lancent. Tu as toujours dans l'équipe quelqu'un qui va te prendre au mot. Soit parce qu'il en a envie, soit pour te challenger, enfin peu importe, et qui va emmener les autres en fait. Et à partir du moment où tu acceptes ça... Oui, si tu l'acceptes, ça crée des autorisations. Parce que tu as aussi beaucoup de postures parfois dans le management. Tu vois, on te dit, oui, non, moi je suis quelqu'un qui est capable d'être challengé. Et en fait, dans les faits, c'est difficile. C'est toujours difficile. C'est toujours difficile. Mais c'est le fait de le faire vraiment qui d'un coup crée une autorisation, puis tu l'as fait une fois, deux fois, et ils disent, ah ouais, effectivement, j'ai le droit de venir et de lui dire, mais attends, Cédric, ou Monsieur Courbet-Morel, pourquoi vous avez fait ça? Et en fait, Camille, dans ce que tu dis, il y a quelque chose d'important. Enfin, dans mon comportement, et j'en discutais avec ma fille qui est alternante en ce moment, elle est en 3e année, elle est alternante chez Allianz. Depuis 22 ans, je suis continuellement un stagiaire, en fait. Quand je prends un poste, c'est une belle opportunité, je fais confiance au système et je me dis, si le système me propose ce poste, je dois en être capable. Mais 2, c'est un apprentissage. C'est-à-dire qu'entre guillemets, je suis là pour apprendre, je suis là pour observer, je suis là pour... Et c'est ce qui me plaît d'ailleurs. Okay, et donc forcément, j'ai le droit à l'erreur. Okay, et j'accepte ça en fait. Si cette erreur, elle est, entre guillemets, fatale, dans le sens où on me dit, t'es incompétent, je vais dire, tant mieux. J'ai trouvé mon asymptote professionnel, mon équipe. Bon. Et entre guillemets, enfin, super. Super. Donc, et quelque part, il y a 0 prise de risque quand mentalement, t'es dans ce schéma-là en fait. Ouais, mais toi, tu as réussi, avec de tempérament, j'imagine, et puis au fur et à mesure de ta carrière, de te mettre dans ce mindset-là, qui du coup te rend plus libre. Et je pense que c'est une des conditions de la transgression, c'est de se sentir libre. Mais t'as tout dit, ouais. Moi, je me sens libre. Ouais. Je me sens libre.
J'essaie de faire... Au pire, voilà. J'essaie de faire au mieux tous les jours. Je mets mon maximum. Jusqu'à maintenant, ça fonctionne, donc tant mieux. Mais au pire, so what? Et du coup, si je reviens à tes équipes, du coup, au quotidien, parce que ça, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup, parce que nous, on a beaucoup de managers, tu vois, qu'on accompagne, qui me disent, bon, moi, ça y est, je suis arrivée à ce niveau où je peux transgresser et je me sens libre et tout. Et donc, je peux me permettre plein de choses. Puis, tu vois, je pense aussi, plus tu montes dans une hiérarchie, dans un système, plus finalement, le champ des possibilités de transgresser s'ouvre. Mais du coup, leur question, c'est comment, en dessous, je provoque ça, tu vois? Donc, tu me l'as dit, moi, je pense que c'est intéressant ce côté où accepter la contradiction, accepter presque qu'on vienne t'engueuler, en fait, hein. Tu vois, te dire, t'avais tort, et toi, admettre quand c'est le cas. Mais est-ce qu'il y a autre chose que tu fais, tu vois? Donc, tu m'as dit aussi, je trouve que c'est intéressant, de l'intuition que t'as, de te dire, là, il y a un truc qui colle pas. Je descends, je vais voir, je fais de la pédagogie, j'accompagne, je débriefe. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fais pour opérer ce changement culturel dans ton staff? Il y a autre chose que je fais. Je vais être, entre guillemets, je vais imposer quelque part des outils. La méthode. Alors, je vais imposer, tu as raison, je vais imposer des outils. Et je commence par les outils. Parce que finalement, c'est ce qui est visible, les outils. Mais derrière les outils, tu as raison, c'est la méthode qui est importante. Et j'impose à mes équipes, entre guillemets, une méthode qui est assez simple, qui est d'être focalisé sur les objectifs prioritaires de l'équipe. Donc une partie vient de moi, ce sont mes objectifs. Puis une partie de leurs problèmes et ce qui est important pour eux. Okay, et quelque part, je suis capable, à la minute, lors de rencontres, on parle de face-to-face dans l'entreprise, je suis capable toujours de voir où ils en sont. Parce que cet outil, il est là, il est visible, c'est un indicateur, tu vois où ils en sont en fait. Et par le prisme de cet indicateur, tu es capable de voir s'ils se sont appropriés la méthodologie et tu es capable de les challenger. Je vais reprendre un exemple. Tout à l'heure, on parlait de diversité, notre fameuse base 100. Je vais sur le terrain d'un collaborateur, regarder comment il manage, et donc j'entends deux choses, ce qu'il fait, et je vois l'outil. Et quelque part, je retrouve l'indicateur diversité, donc c'est important parce qu'on est liés en cela, c'est-à-dire qu'il porte le message sur le terrain, mais je retrouve exactement le même chiffre que le mien. Et donc quelque part, je me dis, mais ça n'a aucune valeur ajoutée finalement. Et donc à la fin de mon tour de terrain, d'observation, on a cette discussion ensemble. J'ai dit, c'est très bien, tu fais la diversité. Par contre, tu suis la même chose que moi. Est-ce que c'est pertinent? Il m'a dit, tu m'as pas donné d'objectif personnel. Et oui, c'est vrai, je t'ai pas donné d'objectif personnel sur cette diversité. Et je dis, mais néanmoins, parce qu'on avait discuté dans d'autres réunions, je dis, j'ai l'impression que la diversité pour toi, c'est lié à ces pièces-là. D'accord? Et les pièces, en l'occurrence, c'était des ressorts de suspension. Et il me dit, bah ouais, effectivement, c'est lié à ça. Et ça fait 80% de ma diversité. Ok, très bien. Et je dis, tu m'as dit aussi que limiter le nombre de ressorts, c'était maîtriser la masse des véhicules. Et entre le véhicule le plus lourd et le plus léger, avoir un delta de masse le plus petit possible. On me dit que c'était 70 kilos. Et donc toi, pour faire la diversité, il faut que tu suives tes 70 kilos. Où est-ce que tu en es sur ces 70 kilos? Il ne savait pas. Qu'il ne savait pas, c'est pas en fait, il savait. Mais en fait, il ne le manageait pas. C'est-à-dire qu'après, quand on regardait sa semaine, il n'avait aucun créneau pour savoir où il en était en delta masse entre ces différents véhicules. Donc, quelque part, il avait un objectif qui était important pour moi, qu'il s'était approprié de force, mais il n'avait pas compris la méthode. Et finalement, il regardait le doigt quand le sage montre la lune, comme on dit. Donc, il avait compris l'outil, mais il n'avait pas compris la méthodologie. Et donc, finalement... Et la philosophie qu'il y a de réadapter à un contexte local, toujours plus local et toujours plus resserré, en fait. Exactement. Ouais. Et donc, pour revenir, comment tu portes ce changement? Alors, tu as une partie des collaborateurs qui vont comprendre très vite. Ouais. Je dirais un tiers, si je devais doser. Et eux, tu vas les challenger. C'est-à-dire que tu crées des autorisations, tu leur expliques, toi, ta méthode, ta philosophie, et puis tu l'incarnes. Et là, ça switch. Et là, ça switch. Tu vois que ça switch. Ouais. Tu vois qu'ils ont compris, et là, eux, tu les challenges différemment. Tu les challenges en position de coach. Tu leur dis, OK, mais maintenant, et tu les fais avec vos collaborateurs, plus loin, du coup. Vous allez plus loin. Ouais. Voilà. Et puis, pour les autres, 2 tiers en ordre de grandeur, eh bien, tu vas les accompagner beaucoup plus longuement sur le temps, mais c'est nécessaire.
Et moi, j'ai l'habitude de dire que si tu fais ce travail et si ton temps, tu l'organises avec 80% de management des gens, quelque part, tout le reste c'est ce tombe. que tu fais, c'est 80%, tu dirais, de ton temps qui est alloué au management? Je pense que de temps en temps, je suis tiré par des urgences. Okay. Ouais, j'imagine. Mais même quand il y a des urgences, j'essaie toujours de remettre le management au centre. Ouais. Pourquoi il y a l'urgence? Pourquoi on en est là? Pourquoi il a fallu que j'intervienne? Pourquoi? La fameuse méthode des 5 pourquoi, jusqu'à ce qu'on comprenne la cause racine et jusqu'à ce qu'on corrige le processus, qu'on prenne une nouvelle décision, qu'on la rende visible de l'ensemble du système, parce que si tu la rends pas visible, entre guillemets, ça sert à rien, et que tu constates le lendemain que ça progresse. Ouais, c'est intéressant, c'est vrai que ce que tu dis, parce que j'ai l'impression que tu gères hyper bien ton temps. Je crois que c'est la problématique aujourd'hui de la plupart des managers dans les boîtes et à tous les niveaux. C'est que là, beaucoup de gens qui ont l'impression de subir leur agenda, ce qui n'est pas étonnant étant donné la frénésie qui gangrène, je crois, beaucoup des entreprises aujourd'hui. Toi, c'est quoi ta méthode pour gérer ton temps? Enfin, ta méthode, je sais pas si tu as théorisé quelque chose, mais sûr, comment tu fais avec ces 22 ans de carrière là dans l'automobile pour aujourd'hui imposer en fait ton emploi du temps et bien gérer ton temps? Être conscient que c'est d'ordre 1 déjà. Tu veux dire la notion de temps? Oui, cette notion de temps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu perds ça de vue, à partir du moment où tu subis ton agenda, pour reprendre tes termes, les gens te tirent sur les urgences en fait. Et ton agenda, c'est urgence après urgence. Et finalement, surtout que dans les boîtes, quand t'entends, il y a que des urgences. Ouais, mais tu deviens un manager pompier, tu sers plus à rien en fait. Tu sers plus à rien, et d'autant plus que si tu vas de feu en feu, tu vois plus la forêt. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois les arbres derrière les uns les autres. Tu as toute l'équipe derrière toi qui te suit, mais en fait, tu mènes les équipes dans les impasses. Donc, c'est vraiment important, entre guillemets, d'être conscient que le temps et cette gestion du temps, elle est d'ordre 0. Et à partir de là, tu dois le gérer. Alors, le premier step, parce qu'une fois que tu as dit ça, le premier step dans ton agenda, c'est de créer un temps calme. C'est d'être capable de dire, voilà, j'ai un créneau d'1h30, 2 heures, où chaque fois tu te projettes sur l'agenda de la semaine à venir, où à chaque fois tu te projettes sur les 6 mois des jalons à venir, et que globalement, tu organises ton propre temps en fonction de ces priorités. Tu sens que tu arrives des moments dans ton agenda pour prendre de la hauteur et te dire qu'est-ce qui va m'arriver là en fait. Ouais, c'est ça. C'est d'ordre 1. C'est vraiment ça, tu stoppes dans ton agenda. Exactement. Et ne pas faire ça, c'est criminel en tant que manager. Parce qu'encore une fois, un manager, c'est quelqu'un qui lead une équipe. Et encore une fois, à partir du moment où le manager regarde ses pieds, parce que justement il subit son temps, il n'a pas cette prise de recul, il emmène l'équipe avec lui. C'est intéressant parce que quand on parlait aussi en préparant cet échange, on a parlé de la formation. Et j'aimerais bien qu'on y revienne parce que je pense que c'est intéressant à 2 égards. Le premier, c'est que tu me disais quelque chose qui était que pour aussi transgresser dans un système, il faut bien le connaître. Exact. Et donc, du coup, il faut être formé et informé. Donc ça, j'aimerais bien qu'on y revienne. Et la deuxième chose, c'est que c'est super important aussi dans la gestion du temps. Parce qu'en fait, tu m'expliquais que tout ce temps que tu investis en formation, tu veux qu'il soit rentable. Exact. Voilà, donc on va peut-être revenir. Donc déjà, sur le rapport entre la formation et la transgression, est-ce que tu peux m'en dire plus? Donc, dans notre agenda, on avait tous les vendredis, on avait un créneau formation. 13h, 15h, formation. Donc ça, c'est quelque chose qui est dans l'automobile, qui se fait beaucoup? Alors écoute, c'est quelque chose qui était décrété au niveau de la direction. Ok. Pareil, une règle de la direction. Une règle de la direction, voilà. Qui avait beaucoup de sens pour moi. Okay. Et donc, du coup, j'ai saisi cette opportunité. D'accord ? Et donc, on a imposé ce temps de formation. J'ai lu une étude récemment qui explique que si sous 6 jours, tu n'as pas appliqué la formation, tu as perdu 75%. Elle s'évapore. Elle s'évapore. Et donc, on a essayé de construire un programme de formation assez simple. Alors, juste à temps. Alors, mon juste à temps à moi, c'était 1 mois avant que ce soit opérationnel sur le terrain. D'accord ? De manière à avoir ce mois entre guillemets, d'échauffement et de mise en place. Okay. Et à chaque fois, le processus était assez simple. On formait le vendredi, on en tirait une dizaine de golden rules, assez clairs. J'essayais de participer à toutes les formations pour bien m'approprier. Déjà, dans ton agenda, c'est pareil. Exactement. Tu vas avec tes équipes dans la formation. Exactement. Et tu y vas pourquoi? Tu y vas pour être toi aussi informé et formé? Exact. Tu vas pour l'exemplarité, tu vois, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il y a plein de managers qui décident de ne pas y aller. Tu aurais pu ne pas y aller. J'y vais
effectivement, pour ce que tu viens d'énoncer, globalement, me remettre à niveau, parce que de la même façon que tu oublies, ça évolue, donc te remettre à niveau, être complètement en ligne avec les Golden Rules et te les approprier. Parce que finalement, qu'est-ce qui se passait? Il y avait formation le vendredi, et le lundi, je me réappropriais ces Golden Rules, ok? Et je disais, voilà, dans l'étape où on est, ces 2 points-là sont importants. Je définissais qui était accountable. Alors j'aime bien ce terme accountable parce que c'est qui est responsable. Qui est responsable. Et quelque part, c'est vraiment important de dire, voilà, Camille, c'est à toi de faire ça. Okay, et mon attente, c'est ça. Chacun a son rôle. Chacun a son rôle. Et nommer un accountable, ça a 2 vertus. Une qui est un peu malicieuse, si on le souhaite, qui est de mettre la pression au collaborateur, parce que forcément... C'est une pression, alors. C'est une pression, exactement. Mais le deuxième, c'est aussi donner le pouvoir. C'est afficher à tout le monde que Camille a cette responsabilité-là, et donc c'est elle qui a le pouvoir. Et donc, vu que c'est elle qui est responsable du résultat, elle a le pouvoir de faire tout ce qu'elle peut le faire pour atteindre le résultat attendu. Et donc, mais dès le lundi, on parlait d'outils tout à l'heure, ça rejoignait mon outil, et c'était marqué que j'attendais ça de Camille, et toutes les semaines, je checkais que Camille était bien au rendez-vous. Donc, le vendredi, formation, pour pas que ça s'évapore, le lundi, tu refais un débrief et tu reconsolides avec ton équipe. Exact. C'est ça, hein? Exact. Et ça, tu me disais que tu l'avais pas forcément mis tout de suite en place. C'est que tu t'es rendu compte finalement qu'il y avait une évaporation et tu as remis ça, tu as ajusté. Exactement. En fait encore. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que, tu vois, je me dis, je suis manager dans une boîte, il y a cette décision qui tombe du siège, il faut être en formation tous les vendredis. Tu peux te dire, ok, même si je suis dans l'automobile, que ça évolue, etc. constamment, tous les vendredis, c'est quand même, moi, tu vois, j'ai d'autres urgences. Ce que je trouve intéressant, c'est que toi, tu prends ces 2 heures, mais tu te dis en plus, je vais encore investir du temps supplémentaire, donc le lundi, pour maximiser finalement cet investissement-là. Et je vais te dire pourquoi je le fais, parce que je le fais pas... ça a beaucoup de sens pour moi. Pourquoi? Parce qu'en 22 ans de carrière, ce que j'ai constaté, c'est que un problème sur deux, au minimum, est lié au fait à un problème de compétences. Mais pas parce que le collaborateur est stupide, non. Parce que soit il ne sait pas, soit il n'a pas été informé, soit il n'a pas été formé. Et j'ai vu sur le terrain des gens qui étaient responsables pour l'entreprise de porter le processus et qui eux-mêmes n'avaient jamais été formés au processus. Je l'ai vu. Et j'ai vu des gens accepter ça et essayer néanmoins de trouver une solution et un chemin avec beaucoup d'énergie. Mais c'est tout sauf efficient. Et donc c'est pour ça que je pense que la formation est importante. Parce que ça permet... Si elle est bien mise en place. Si elle est bien mise en place. Encore une fois, parce que voilà, si tu formes le vendredi et puis... que tout le monde part dans la nature. Samedi, dimanche, apéro, sortie, et que le lundi, il n'y a rien qui change dans ton management, c'est inutile. Donc en fait, tu as perdu 2 heures le vendredi. Tu as perdu 2 heures le vendredi. 2 heures tous les vendredis, c'est beaucoup dans un agenda au bout d'un moment. Exactement. Et en fait, Camille, ce qui est important, mais on va le prendre au travers de la formation, parce que c'est notre échange, en fait, c'est de fermer les boucles. Et tout ce que tu fais, tu dois fermer la boucle. Parce que si à partir du moment où tu dis que la formation c'est importante, tu fais tes 2 heures de formation, mais que derrière tu fais pas de golden rules, que le lundi c'est pas réapproprié par le management, et que dans les 6 jours, 75%, tous les gens ont perdu 75%, tu n'as rien fait en fait. Donc ce qui est important dans tout ce que tu fais, c'est de fermer les boucles. Tu décides que c'est important, tu as l'intuition que c'est pas fait, tu vas sur le terrain, tu observes, tu challenges, tu corriges, tu rends visible ta correction. Le lundi, tu as changé ton KPI parce que tu as changé ta correction et tu continues. Et tu boucles. C'est de l'effort quand même permanent. Et du plaisir. Toi, tu aimes bien ça. Donc ouais, c'est de l'effort permanent et du plaisir. Pourquoi? Parce que, c'est méthodique et structuré. Et 2, tu vois le progrès. Moi, c'est pas rare, dans mes prises de poste, de rencontrer des gens qui ont des années de carrière et qui te disent finalement au bout de quelques mois, merci quoi, j'ai appris, j'ai progressé, et ça c'est vraiment... Ça c'est la méthode Cédric. C'est vraiment, non, c'est reconnaissant, c'est pas ce que tu vas chercher, mais ça fait toujours plaisir. Oui, et puis je sais en plus que toi c'est un moteur, donc on en a parlé. Tu vois, quand je t'écoute, je me dis, bon, chez toi il y a beaucoup de méthodes, t'entres beaucoup dans les choses par la structure, par la méthode. Il y a un mélange d'intuition aussi, de philosophie de transgression que tu appliques au quotidien, de mise en responsabilité. Donc tu vois, il y a ce truc-là assez structuré. En même temps, tu demandes quand même de toujours s'ouvrir.
Et il y a un exemple que j'ai bien aimé quand on a discuté ensemble avant, que tu m'as donné sur l'incendie. C'est-à-dire que tu vois, des fois, il y a des méthodes et il y a des rôles, et puis il y a des fois, il faut penser à 360. Est-ce que tu peux Ouais, je peux le reciter. me le reciter? Donc, effectivement, on évoquait ensemble, donc je travaillais sur un projet véhicule, on était en plein lancement, je crois qu'on était entre le 25 décembre et le 31 décembre. Super date. Les commandes commerciales du véhicule étaient stratosphériques, et là, on a l'usine d'un fournisseur qui brûle. Et donc, production arrêtée, puisqu'on n'a plus de pièces. Et donc, réunion de crise avec le président de l'entreprise. Et donc, il nous demande de faire un point sur la situation. Et en fait, j'ai pris une leçon de think out of the box, puisque finalement, je suis arrivé alors plutôt avec ma compétence d'ingénieur, avec des plannings. Et le planning, il commençait tout simplement par il y a le feu, les pompiers l'éteignent, la projection, c'est ça. Et ensuite, c'est ça. Et en fait, le président m'a arrêté, il m'a dit, écoutez, vous n'avez rien compris. Pourquoi vous n'allez pas observer comment sont les outils, quels outils sont détruits, pas détruits? Vous connaissez les drones? Je connais les drones, mais j'y ai pas pensé. J'y ai pas pensé. Et puis après, il me dit, mais est-ce qu'on a fait appel à l'armée? Je connais l'armée, mais j'y ai pas pensé non plus. J'y ai pas pensé non plus. Et en fait, effectivement, alors c'est peut-être presque caricatural quand je l'exprime comme ça, mais quelque part, d'avoir cet échange avec le président d'une entreprise, une grosse entreprise, ça te dit, mais ouais, Cédric, t'es à côté parce que t'as pas pensé à ça. T'as pas su aller au-delà de la boîte. Et quelque part, la philosophie de cette entreprise, c'est forcément dans une boîte, a besoin de règles de vie commune. Mais en même temps, cette même entreprise, elle est consciente que si tout le monde applique les processus, ça peut geler working on the rules, ça peut geler le système. 2, que c'est la fin du progrès, parce que finalement, appliquer tout le temps le même processus, tu progresses plus. Et donc, elle a besoin de gens pour transgresser. Elle a besoin de gens pour penser en dehors de la boîte, et pour la challenger, parce que ce challenge est nécessaire pour tirer le progrès de demain et trouver un nouvel équilibre. Ouais, c'est ça, mais du coup, c'est un muscle en fait qu'il faut développer, j'imagine, tout le temps pour avoir ce ping-pong-là entre ta méthode, tes process qui conditionnent le vivre ensemble dans la boîte, et en même temps ce côté, comme tu dis, think out of the box, et de penser toujours différemment. Et ce muscle, on va faire, parce que tu parles du muscle, on va faire un parallèle en sport. Enfin, si tu veux développer un muscle, il faut que tu prévois dans ton agenda un temps pour développer ce muscle. Il faut que tu prévois un temps pour aller courir, il faut que tu prévois un temps pour faire ce que tu as envie de faire. Et de la même façon là, on revient sur la gestion du temps. Bien sûr, qui est pour moi vraiment à la base de tout. Voilà, si dans ton agenda, tu n'as pas ce temps, c'est foutu. C'est foutu, parce que voilà, tu subis. Et quelque part, ce temps-là, il faut aussi, quelque part, inviter les collaborateurs à le prendre. Moi, c'est pas rare en allant sur le terrain. On va reprendre l'exemple de tout à l'heure. Donc, tu observes comment un collaborateur et manager travaillent. Et puis, finalement, tu t'aperçois que c'est presque bien. Presque. OK, tu le débriefes, etc., etc. Il a été très bon élève, c'est-à-dire que grosso modo, il a appliqué ce que tu souhaitais, il a suivi la méthode. Potentiellement, il suit bien la masse plutôt que la diversité. Bon, voilà. Et puis là, tu fais un exercice qui est simple, tu demandes, écoute, ferme les yeux. Donc, tu lui demandes de fermer les yeux. Il faut que tu fermes les yeux. Voilà. Et tu dis maintenant, pense à tes problèmes. Et puis tu dis, OK, maintenant, donne-moi ton top 5 problèmes. Et puis, voilà, c'est ça, problème ou challenge. Et finalement, quand tu regardes ses problèmes et challenges, et quand tu regardes ce qui suit avec son équipe, il a été bon élève, mais il est à côté de ses priorités, en fait. Et donc là, tu le re-challenges, tu dis, OK, il y a forcément des résultats régaliens, il les faut, tout le monde doit être organisé là-dessus, mais tu as aussi tes propres problèmes. Encore une fois, on revient au local, en fait. Voilà, tu reviens au local, mais tu reviens à ce temps aussi de respiration. De temps calme. De temps calme. Tu dis, OK, une fois que tu as tes problèmes, tu dis maintenant, tu les structures, tu les organises, qui est accountable, c'est quoi ton attente managériale, et puis tu les mets tu mets en adéquation tes problèmes et puis ta gestion du temps. Exactement. C'est-à-dire que si dans ton agenda, tu te rends compte que tu n'as pas alloué de temps à ces problèmes-là, ils seront jamais résolus. Exactement. Et à un moment donné, il y aura un feu. Et tu seras dans l'urgence. Il faudra appeler les drones, l'armée, tout ça. Exactement. Voilà,
Ok, donc moi je trouve qu'il y a plein de trucs qui sont super inspirants, je trouve, Cédric, dans tout ce que tu fais en management. Est-ce que néanmoins, du coup, il y a des choses quand même qui sont dures pour toi? Parce que je pense qu'il y a plein de trucs, tu vois, de tempérament, avec tout ce que tu as fait dans ta carrière. Tu as finalement presque théorisé d'ailleurs une méthode que tu ajustes et que tu consolides au fur et à mesure du temps. Et est-ce qu'il y a des trucs qui restent difficiles pour toi? Ouais, notamment l'écoute. Ouais. L'écoute, puisque, alors on revient sur la gestion du temps, c'est vrai que je trouve que le temps, il est précieux, et je pense qu'un bon manager doit savoir écouter. Et on me reproche souvent, enfin quand je fais les points avec mes équipes, ils me disent souvent: «T'écoutes pas». Et en fait, ils ont raison. Et de la même façon, moi j'ai observé des gens qui savent écouter, et ça a beaucoup de valeur, hein. Donc, Pourquoi juste tu penses qu'il faut savoir écouter comme ça? bah, finalement, c'est beaucoup de confort pour le manager, et c'est beaucoup de consensus dans la décision. Pareil pour le projeter, j'ai vu des réunions qui sont pilotées de la façon suivante, donc elles sont très structurées, hein. C'est 1/2 heure, 45 minutes. Tu as 20 minutes pour faire une présentation maximum, donc en gros une dizaine de transparents, et puis après tu as un tour de table, hein. Et ce qui est intéressant dans le tour de table, c'est que tu captes potentiellement tous les freins. Tu laisses aussi chacun déposer sa valise potentiellement, d'accord? Et donc en complément de la présentation, ça t'enrichit les positions des uns et des autres, hein, et tu vois potentiellement les jeux de rôle des uns et des autres, tu vois les freins, enfin, donc ça te donne vraiment une vision 360 degrés du problème. Ok. Et à la fin, du coup, en confiance, tu peux prendre une décision. Mmh. Et moi, j'ai souvent du mal à faire ça. Alors, je fais partie du problème, ok, mais aussi souvent, enfin, tu fais un point de 3/4 d'heure, les gens viennent avec 30 slides, quoi. Donc très, très vite, tu es aux 3/4 d'heure, il en est qu'au slide 15, voilà, et il y a une gestion du temps qui est pas bonne. Donc je pense que, bon, j'en suis conscient, il faut que je continue, C'est le premier, mes steps, le premier voilà. step, exactement. Et 2, naturellement, alors mon premier réflexe, je sais pas si c'est le bon, voilà, ça serait encore de mieux structurer ces temps d'échange, et d'imposer, Pour que tu aies ce temps d'écoute possible et que voilà, tu sois pas toi tenté de réagir, parce ouais, que je c'est vois le ça. temps qui file, Ouais, ouais, et voilà. ouais. Écoute, je pense on s'est dit pas mal de choses. C'est bien. Enfin, moi, j'aime bien cette vision de la transgression que tu as et j'espère qu'on pourra en avoir d'autres avec d'autres managers pour compléter et puis pour aider aussi des managers, parce que moi, je pense que c'est vraiment pour ça qu'on fait tout ça. C'est pour aider les boîtes à mieux progresser, comme tu dis, puis mieux progresser en termes de performance, mais aussi en termes de bien-être des Bien sûr, salariés, ouais. etc. Toi, si tu avais un conseil à donner, alors à des jeunes managers ou moins jeunes, mais qui sentent bien, tu vois, qu'il y a un truc, sans peut-être arriver à le formuler, mais qu'il y a un truc qui cloche, tu vois, parce que je crois que c'est dur d'être aligné dans des boîtes aujourd'hui, d'être aligné avec soi, tu vois, parce qu'on est trop bon élève, puis à un moment on se dit, c'est marrant, il y a un truc qui colle pas en termes de valeur ou en termes de sens, tu vois, je pense qu'il y a beaucoup ces espèces de combats intérieurs en ce moment. Qu'est-ce que toi, tu aurais envie de dire à ces managers-là, comme conseil, ou tu vois, comme... ouais, peut-être comme conseil. Ouais, enfin, cette question-là, je l'ai eue souvent, et je réponds toujours enjoy. Prenez du plaisir. Ouais. C'est-à-dire que globalement, encore une fois, vous êtes manager, donc l'entreprise, elle vous reconnaît des compétences. Et Donc toi, encore tu une fois, dis, partez du principe que c'est cette sorte de mandat dont tu me parlais au début. exactement, On t'a donné le exactement, mandat, vas-y, quoi. exactement. On t'a donné le mandat. On t'a donné le mandat, et on te reprochera jamais de prendre des initiatives qui font progresser ton équipe et in fine donc progresser le système. Ouais. Jamais on te le reprochera. Au contraire, même. Bien au contraire, voilà. Ouais. Et si, pour tirer ce progrès, tu dois transgresser, encore une fois, en bonne foi, sans volonté de nuire, bah faites-le, enfin faites-le. Et Encore puis une t'as fois, raison, je pense que c'est pour plus de plaisir, en fait, voilà. au final, à manager. Exactement. Et tu vois, cette notion de plaisir, moi, je le vois aujourd'hui. Alors, il y a le contexte Covid, il y a toutes les injonctions à la performance sur le court terme et tout ça qui sont très dures à vivre pour les managers. Et cette notion de plaisir, moi, j'ai plein de managers aujourd'hui qui me disent, je la perds, en fait. Ouais, Et je crois que c'est une des solutions, la transgression, pour retrouver ça. ouais, que c'est Et ça du me sens. conforte, tout ce que tu me Exactement. dis me conforte là-dedans. Mais tu vois, il y a une petite bascule à faire quand même. Et en même temps, on va rester sur l'exemple des jauges dans les stades. D'accord? On comprend bien que déjà, appliquer la règle des 5000 personnes, enfin, on a vu la photo tout à l'heure, enfin,
on arrive à des aberrations. Alors, imaginez maintenant qu'une société dise, bon, la jauge, c'est en fonction de la taille du stade, c'est en fonction du sens du vent, le stade est fermé, le stade est ouvert, le port du masque est obligatoire, pas obligatoire, parce que tout ça est vrai. Ouais. Hein. Mais imaginons si l'entreprise prend si le gouvernement prend cette décision, imaginons comment ce serait interprété sur chacun des terrains. Hein. Déjà, la décision simple, 5000 personnes, avec du sens qui a été donné à la décision, arrive à des aberrations. Imaginons une décision beaucoup plus complexe et beaucoup plus nuancée, à quoi elle arriverait? Elle arriverait à rien, en fait. Et donc, cette nuance, c'est au manager de la porter. Oui, mais tu vois, c'est ça qui manque aujourd'hui. Je pense que c'est dans les décisions qui se cascadent, il faudrait qu'il y ait aussi le message et évidemment transgresser de bonne foi. Ouais, tu vois, pour. Moi, j'ai l'habitude de dire à mes équipes 80-20 ou 70-30. Ouais. J'ai l'habitude de dire forcément, cette règle, elle est importante. Mais néanmoins, votre contexte est particulier. Ouais. Et donc, tu fais confiance à l'intelligence des gens, exactement, en fait. Exactement. Enfin, encore une fois, ils ont ce mandat-là. Ouais. Ils ont ce mandat-là. Ouais. Ils ont cette responsabilité-là, en fait. Bah écoute, je pense qu'on va se quitter sur ça, sur transgresser pour plus de plaisir, si ça te va. Exact. Et merci beaucoup, Cédric, pour ton temps, pour ta transparence, pour la passion que tu mets dans tout ça et dans le fait de manager. C'est chouette. Très bien. Et merci Camille, parce que pour moi, c'était aussi important de partager. Génial. Merci beaucoup et puis merci pour tous les managers qui vont écouter ça.